Je me présente, Vincent Boucher. Je suis étudiant au doctorat en sciences politiques à l'UQAM. J'ai fait un diplôme de baccalauréat en sciences politiques à l'UQAM et de maîtrise aussi en sciences politiques à l'UQAM. Donc, j'ai vraiment eu la piqûre et j'ai la brillante idée de consacrer ma vie à la science politique. J'espère pas nécessairement vous convaincre de faire la même chose, mais au moins de vous donner le goût de vous intéresser à cette formation qui est assez exceptionnelle à mon avis. Cet après-midi, je suis chanceux, et vous, surtout vous êtes chanceux, d'avoir autour de la table ici 3 personnes vraiment exceptionnelles qui font des études en sciences politiques à différents niveaux. Je pense que tout le monde connaît déjà Félix parce qu'il a fait le tour de la salle au début. C'est vraiment un animal social, comme on peut le voir. Pour ma part, c'est ça, comme je vous disais, je me suis présenté brièvement, mais l'idée cet après-midi, c'est vraiment d'entendre les expériences de mes collègues ici à ma gauche, qui ont eu, comme vous probablement, les étudiants de cégep qui sont dans la classe ou les personnes qui ont d'autres parcours, peut-être des petites interrogations au sujet des études en sciences politiques, des inquiétudes, des angoisses. On en a tous et toutes eu et finalement on a fait le saut et je pense qu'on s'est vraiment épanoui en tant que personne, en tant que chercheur, en tant que professionnel aussi à travers ces études-là et on espère vraiment vous transmettre cette passion. Je vais commencer par vous présenter mes collègues ici à l'avant. Donc, je vais commencer avec Mathilde Bourgeon, que je connais très bien, qui a fait un baccalauréat en relations internationales et droit international ici à l'UQAM, maîtrise en sciences politiques à l'UQAM aussi, et depuis un peu plus d'un mois seulement, tu as commencé un doctorat en sciences politiques à l'UQAM. Tu travailles sur la politique américaine, principalement les questions de migration à la frontière mexicano-américaine, aussi les questions de sécurisation des enjeux environnementaux. Tu as eu aussi plein d'expériences hyper intéressantes de voyage. On est un peu jaloux, même si j'ai pu en profiter à quelques moments avec toi. Stage aux États-Unis, tu vas nous parler de ça, j'espère, un peu plus tard. Stage aussi à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris. Et tu as publié sur différents sujets, notamment un chapitre de livre dans l'État du Monde, je pense, l'État du Québec, de l'Institut du Nouveau Monde, et aussi quelques articles, notamment sur la migration à la frontière Québec-États-Unis. Donc, on va poser des questions pour justement qu'elle puisse mettre en valeur son parcours. Mais je vais continuer les présentations. Au centre, on a Bruno Arcan, étudiant à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Tu as aussi fait le baccalauréat en sciences politiques ici même, au sein de l'institution. Et tu travailles sur la question de la gouvernance de la transition énergétique en Ontario. Ça doit quand même être un sujet chaud ces jours-ci, après l'élection fédérale. C'est un jeu de mots ici, le sujet chaud. Oui, effectivement. Question de relations entre les paliers de gouvernement, justement au sujet de la compétence des provinces en matière d'énergie versus le fédéral. Donc, si tu peux nous en dire quelques mots plus tard, je serais intéressé d'en apprendre davantage sur ça. Tu as des expériences aussi de recherche, assistant de recherche au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation, le CIM, ici à l'UQAM. Et tu as présenté tes recherches d'ailleurs dans des conférences, la 10e conférence internationale sur la transition durable. C'est à quel endroit, je me demandais? À Carleton. À Carleton, ok. En Ontario, excellent. Donc il devait être intéressé là-bas d'entendre parler de la transition énergétique. Un petit peu. De l'Ontario, un petit peu, ok. Et tu as publié justement les résultats de tes travaux dans un chapitre qui va être publié par la maison Wiley-Blackwell l'année prochaine. Donc tu pourras nous parler de ça un peu si tu veux. Et finalement, Félix Mathieu, que vous connaissez bien déjà la plupart d'entre vous, que j'apprends à connaître. Moi aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre un collègue au doctorat, qui rédige une thèse présentement qui s'intitule « Les nations fragiles, trajectoires sociopolitiques comparées ». Ses intérêts de recherche, c'est vraiment sur la question du fédéralisme, donc l'aménagement de la diversité, le nationalisme, et le fédéralisme surtout dans les démocraties qui sont dites multinationales, comme le Canada, bien entendu, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval. Donc, tu as fait le saut à l'UQAM. J'ai hâte de t'entendre sur les raisons, justement, de ce passage vers Montréal. Et tu as plusieurs expériences de recherche. Tu es présentement membre étudiant de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes. Et tu as enseigné d'ailleurs le cours politique au Canada et au Québec. Et tu vas peut-être l'enseigner à des personnes qui sont dans la salle ici éventuellement. Ce serait vraiment intéressant.
Et tu as publié plusieurs articles scientifiques, chapitres de livres, dont un livre que j'aimerais mentionner, puis féliciter d'ailleurs, le livre qui s'intitule « Les défis du pluralisme à l'ère des sociétés complexes », pour lequel tu as remporté 2 prix, si je ne me trompe pas, si j'ai la bonne information, dont le prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec, donc c'est quand même pas rien, un ouvrage publié en 2017 aux presses de l'Université du Québec, si jamais ça intéresse des gens dans la salle. Donc, disponible dans toutes les bonnes librairies. Donc, vous avez la plug, puis il se fera un plaisir de vous le dédicacer. Donc, vous avez maintenant l'information sur les gens qui sont à l'avant. J'ai préparé quelques questions pour alimenter la discussion, pour vraiment apprendre à connaître les études en sciences politiques, apprendre à connaître à la fois le volet plus pratique, le volet plus théorique, et des questions aussi assez simples pour réfléchir sur pourquoi on fait le saut en sciences politiques, pourquoi on prend la décision de s'inscrire dans une telle discipline, de poursuivre un parcours universitaire comme ça. Et c'est sur cette question-là que je vais commencer la discussion. Vous pouvez sauter comme vous voulez dans la discussion, justement. Il n'y a pas de volet formel. J'ai l'air d'un animateur de télévision, de talk show, de fin de soirée, mais il n'y a pas de structure. Vous êtes invité à participer comme vous le voulez. Donc, la question de base, je pense, c'est comment en êtes-vous venu à prendre la décision, quand vous étiez en train de faire vos études au cégep, de vous dire, je vais m'inscrire pour faire des études en sciences politiques? Qu'est-ce qui vous a donné la piqûre? Qu'est-ce qui vous a motivé? Je peux commencer. Moi, j'étais au secondaire, j'étais spécialisée plus en sciences dures, j'étais dans les mathématiques surtout. Je pense que j'avais une espèce de frustration d'avoir toujours une bonne réponse à l'examen, d'être très enfermée dans cette bulle-là. Puis c'est un peu idéaliste ce que je vais raconter, mais j'ai lu Le Prince de Machiavel et ça m'a vraiment donné la piqûre pour les sciences politiques et pour la réflexion en idées politiques. Le Prince de Machiavel qui vient de célébrer ses 400 ans d'anniversaire d'écriture. Qui ne cesse d'inspirer. Moi, j'avais fait le saut en fait, dans un certificat en sciences sociales. J'avais pris des cours en sciences politiques, en sociologie et en histoire. Donc, j'étais très curieux. Et finalement, c'est un cours de développement économique, donc politique du développement en sciences politiques qui m'a vraiment donné le goût d'approfondir les questions et surtout la relation entre l'économie et la politique. J'avais beaucoup hésité aussi à faire un baccalauréat en économie et politique à l'Université de Montréal, où il y avait une combinaison de cours du département d'économie avec des cours de sciences politiques. C'est vraiment, en fait, en parlant avec des professeurs à l'UQAM qui ont des formations d'économistes, mais avec aussi un parcours de politologue qui m'a vraiment convaincu, en fait, d'apprendre l'économie à travers le département des sciences politiques, donc une vision un petit peu plus complexe, c'est ce que je pense, là, mais bon, d'intégrer les facteurs et les processus politiques. Donc moi, c'est vraiment cette combinaison-là qui m'a poussé vers la science politique à l'UQAM. Mais moi, je revenais, en fait, c'est au cégep que tout s'est un peu joué. Vraiment, le cégep a vraiment changé énormément pour moi. D'abord, au secondaire, j'avais absolument pas un profil intellectuel. Je ne lisais à peu près rien, jamais. C'était vraiment pas mon truc. En fait, je faisais beaucoup de skateboard, du snowboard. C'était ça que je pensais faire de ma vie, vraiment. Puis, je pensais pas écrire un livre. Il y a quelques semaines, j'avais le 10e anniversaire, ma rencontre 10 ans plus tard du secondaire. Je voyais plein de monde. Puis, je pense que de notre cohorte, on était 4 à être au doctorat aujourd'hui. Puis, on parlait avec tout le monde, puis il n'y a personne qui avait mis une pièce sur moi en disant « Lui, il va faire un doctorat plus tard. » Pas du tout, je ne m'enlignais pas du tout vers ça. Et c'est au cégep, dans ma première semaine, où j'étais inscrit en fait dans un profil gestion un peu général. Puis dans la même semaine, j'avais des cours de mathématiques, ça ne m'intéressait pas du tout, mais en même temps, j'ai eu mon premier cours de philosophie, puis j'ai vraiment capoté. C'est la première fois que je lisais quelque chose qui me transportait finalement, qui m'emmenait vraiment à réfléchir plus loin que ça. Puis le texte, c'était l'allégorie de la caverne de Socrate, que vous avez sans doute lu également parce qu'au cégep, c'est une lecture obligatoire. Et de voir comment, avec un texte si simple, si petit, on en vient à expliquer tellement de choses encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, finalement. Puis au cégep, après ça, j'ai changé mon profil, j'ai suivi
tous les cours qui étaient disponibles en sciences humaines, que ce soit en psychologie, en sociologie, en anthropologie, en philo, etc. Et pourquoi la science politique? C'était un peu parce que c'est ce qui me permettait de faire tout ça en même temps. J'aime beaucoup dire que la science politique, c'est une science carrefour, parce qu'on emprunte, ou on peut dire on pique au concept des différentes sciences sociales. Ce qui nous intéresse finalement, c'est de comprendre l'univers social dans lequel on est, en mettant l'accent sur les relations de pouvoir, les luttes de force, et comment est-ce que tout ça peut se traduire en changement de politique publique. Et donc, pour comprendre l'univers dans lequel on est, avec un accent sur comment réorganiser certains enjeux qui posent problématique. Aujourd'hui, on pense beaucoup aux enjeux environnementaux. On voit Maya Yegan, qui est professeur et vice-doyenne à la faculté ici, qui travaille directement sur ces enjeux. Comment est-ce que les politiques publiques peuvent influencer finalement un nouvel horizon, un nouveau paradigme pour construire la société de demain. Puis c'est vraiment ça qui m'a emmené à aller vers la science politique. J'ai fait le bac maîtrise à l'Université Laval puisque je viens de Québec. Je reviendrai peut-être plus tard sur pourquoi j'ai choisi l'UQAM. Je suis très heureux d'avoir choisi l'UQAM. Je reviens sur quelque chose que tu as dit, Félix. Tu as dit que j'avais pas vraiment le profil intellectuel quand j'étais au secondaire, puis ça m'a pris du temps au cégep avant de vraiment découvrir ta flamme pour cette passion de la science politique. Mais est-ce qu'il y a vraiment un profil pour étudier la science politique, un profil type d'étudiant, où il faut arrêter de raisonner en ces termes, puis c'est vraiment une discipline qui peut être utile à bien des égards, parce que comme tu l'as dit, ça touche à énormément d'autres disciplines, puis comme Bruno l'a bien mentionné aussi au passage, c'est une discipline qui permet d'aller plus en profondeur, des fois, sur certaines dynamiques. Donc, est-ce qu'il y a un profil type ou pas en sciences politiques? Est-ce que c'est un mythe, le profil de l'étudiant en sciences politiques, ou réalité? Je réponds en premier. Ben non, je crois qu'il n'y a absolument pas un profil, mais comme toute discipline, il n'y a pas un profil qui te prédestine à aller dans telle discipline, et lorsque tu y rentres, tous ne deviennent pas le même type de personnes qui analysent les mêmes types d'enjeux. Ici, on représente finalement assez bien trois variétés d'étudiants qui évoluent dans la science politique, qui s'intéressent à des enjeux complètement différents. Pour autant, on a tous fait un parcours en sciences politiques. Je pense que ce qui caractérise les personnes qui vont en sciences politiques et qui poursuivent dans le domaine, c'est une curiosité pour comprendre l'univers social et politique dans lequel on est. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres sciences sociales. En fait, ce qui nous ramène en sciences politiques, c'est vraiment ça, c'est les rapports de force, comprendre comment le gouvernement, finalement, a une action sur la société, comment est-ce qu'il favorise ou non une forme de vivre ensemble. Et je crois que c'est un peu cette curiosité-là qui nous rejoint tous, mais au-delà de ça, il y a autant de singularités qu'il y a d'étudiants. Est-ce que vous croyez au profil de sciences politiques? Je suis assez d'accord avec ce que Félix dit. Je pense que le trait principal d'un étudiant en sciences politiques, c'est vraiment la curiosité intellectuelle. Ce qui nous entoure, comment notre vie est régie par le gouvernement, comment on s'inscrit, nous, au Québec, à l'intérieur du Canada, à l'intérieur du système international, à l'intérieur des Amériques, en tant que voisin des États-Unis. Il y a cette espèce de prise en compte qu'on est vraiment dans un monde multiscalaire et il faut avoir cette curiosité de « ok, voilà comment mon monde social est construit et je veux étudier ça, je vais essayer d'aller plus loin et de comprendre en fait comment ma vie est construite. » Oui, l'idée de profil est simpliste, puis c'est important de déborder cette idée-là, mais en même temps, je pense qu'elle véhicule des idées, des valeurs quand même qui regroupent, je pense, un noyau d'étudiants en sciences politiques, qui est l'ambition de vouloir comprendre, d'une part, le monde, donc les enjeux politiques, et d'une autre part, de vouloir influencer de différentes façons, donc que ce soit à l'intérieur des partis politiques, de l'administration publique, que ce soit plus sur le terrain avec les ONG, les centrales syndicales. Donc, je pense qu'il y a ce noyau-là. C'est correct aussi de ne pas forcément s'identifier à ces deux valeurs-là, mais je pense que malgré sa simplicité, je pense que ça véhicule quand même deux valeurs qui sont assez très présentes, mais de différentes façons. Donc, c'est important aussi de ne pas prétendre qu'il y a seulement un modèle, puis une fois qu'on rentre dans le moule, tous les étudiants en sciences politiques et étudiantes correspondent au même moule. Donc, évidemment, c'est simpliste, mais je pense que les deux valeurs de vouloir comprendre, donc la curiosité intellectuelle, et en même temps de vouloir influencer à sa façon, que ce soit dans le monde académique ou politique ou international. Je pense que c'est les deux valeurs pour moi qui représentent bien le profil en sciences politiques. Il y a peut-être un profil qui est parfois
imposé de l'extérieur. Puis si vous faites le saut en sciences politiques, ça va assurément vous arriver dans les parties de famille, etc. C'est que tout le monde croit que vous allez vouloir devenir premier ministre. Ce qui est rarement le cas, soit dit en passant. Même si on regarde la députation, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, il y a des politologues, mais ce n'est absolument pas la majorité. Et une clé de réponse à ça, vous allez le faire poser. Je dis, ben non, pas vraiment. Je dis, si j'étudiais en anthropologie, est-ce que tu croirais que je serais en train d'essayer de devenir plus humain que je le suis déjà? Non, on essaie d'étudier, de comprendre le phénomène, mais c'est pas essayer de devenir politicien, finalement. Rarement. On salue mon oncle André qui me pose cette question. C'est une des idées préconçues qui survit justement au sujet des études en sciences politiques. Puis je suis content que vous l'ayez mentionné parce que c'est un peu réducteur. Puis ça fait partie justement des mythes qu'il faut essayer de défaire parce qu'il y a énormément d'opportunités de carrière qui dépassent bien largement le seul fait de faire de la politique active ou de contribuer de l'intérieur à la politique active. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Mais pour rebondir sur la question du profil, s'il n'y a pas de profil type, il y a certainement quelques qualités qui sont vraiment cruciales. Félix, tu as mentionné la curiosité, c'est revenu aussi dans les interventions de Mathilde Desbruno. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 autres qualités que vous identifieriez comme vraiment incontournables pour vraiment avoir du succès dans les études en sciences politiques? Mathilde? Je pense l'esprit critique. Vraiment être critique de tout ce qu'on lit, de tout ce qu'on entend, de tout ce qu'on voit, et toujours essayer de remettre en question ce qu'on nous transmet, que ce soit par les médias, que ce soit les politiciens et les politiciennes, etc. Voilà, cet esprit de toujours remettre en question et de s'interroger sur le pourquoi, le comment de chaque discours. D'accord. Aussi, j'ajouterais peut-être la capacité de synthèse. On a parlé que la science politique peut être très complexe. On veut souvent combiner plusieurs disciplines. Donc, ça amène des analyses qui sont également complexes. Donc, parfois, c'est un défi d'être en mesure de justement de synthétiser notre propos et de ne pas écrire trop de pages. Parce que ma directrice me dit toujours que j'écris trop de pages. Mais donc, de synthétiser et de vraiment se poser les bonnes questions de qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'est-ce qu'on veut dire et c'est quoi l'objectif de notre propos. Donc, je dirais aussi la capacité de synthèse. Et peut-être une qualité, mais c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, et c'est par rapport à la lecture et l'écriture. Si vous faites un bac en sciences politiques, vous allez lire beaucoup, vous allez devoir écrire également, avec un esprit de synthèse, bien entendu, mais la lecture est au cœur de ce qu'on fait. On lit des analyses, on en lit plusieurs qui portent sur un même enjeu, avec des petites variantes, puis on essaie de faire des synthèses critiques de ça, de voir quelle est la faiblesse dans l'argumentaire de telle personne. Ça peut être dans la réflexion de la pensée, mais ça peut aussi être dans la mobilisation de données empiriques, que ça peut être via des entretiens qu'on a fait, des analyses quantitatives ou qualitatives, etc. Donc, l'appréciation de la lecture et de l'écriture, mais c'est quelque chose qui se développe. Je pense qu'on a naturellement fait le saut vers plus le contenu des études en sciences politiques, puis on va poursuivre là-dessus. Mais juste avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Là. On va se conserver du temps à la fin pour interagir avec vous, mais n'hésitez pas à nous interrompre. Là. On a une discussion entre nous, mais on veut avoir une discussion avec vous aussi. Je me pose la question pour vous, c'est quoi exactement les études en sciences politiques, si vous pourriez résumer ça assez brièvement en termes de cursus académique, en termes de formation, en termes de défis qu'on peut rencontrer à travers un parcours de baccalauréat, par exemple? Oui, bien, d'abord, dans un bac, ce qui est le cas à l'UQAM, comme dans d'autres cursus universitaires en sciences politiques, il y a essentiellement un bac, c'est 90 crédits. Techniquement, c'est 3 ans, de plus en plus qui vont le faire en 4 ans parce qu'on a un emploi à temps partiel qui peut prendre plus ou moins d'importance dans notre gestion du temps. Donc, essentiellement, ça va être 4 ou 5 cours par session. On peut en prendre également l'été. Il y a 3 sessions disponibles, l'automne, l'hiver et l'été pour suivre des cours. Et le tronc commun qui est là, on a une première année qui est finalement d'apprendre les bases de la science politique d'un point de vue de quelqu'un qui étudie au Québec, à Montréal, au cœur de la ville de Montréal, au Canada,
en Amérique, mais dans un système internationalisé. Ici, je pense que j'ai peut-être pris tous les éléments qui font en sorte que tous les cours, les 10 premiers cours, que ce soit la politique au Canada et au Québec, un cours que j'ai enseigné, que j'adore enseigner, ce qui touche à toutes les facettes de la science politique, à ramener sur le terrain du Québec et du Canada. Mais après ça, c'est l'étude également, de comprendre comment les forces politiques partisanes, les partis politiques fonctionnent. On a un cours qui s'appelle par exemple Fondement de l'analyse politique, de comprendre les principaux concepts et théories avec lesquelles on travaille la science politique sont nos outils. C'est notre coffre à outils qui nous permet finalement de décortiquer la réalité, finalement, de la retransformer dans notre propre analyse, dans notre propre compréhension. Donc, on a plusieurs cours, à la fois théoriques, méthodologiques, et d'autres plus thématiques, par exemple sur le système américain, tu pourras angler ça un mot, qui font en sorte qu'après une première année, tous les étudiantes en sciences politiques ont un cursus commun, un bagage commun pour dialoguer ensemble. Et à partir de la deuxième année, c'est là où les parcours s'individualisent, ou plutôt se forment à votre manière. Vous allez pouvoir prendre davantage de cours en concentration dans l'histoire des idées politiques. C'est plus un côté philosophique qui vous intéresse. C'est plus la sociologie, comment les rapports avec la religion, la sécularisation de la société, la laïcité, etc. On a beaucoup de cours qui portent là-dessus. Sur les États-Unis, on va avoir des cours hyper spécialisés qui vont là-dessus. Donc, on a plusieurs troncs, finalement, plusieurs branches qui poussent à partir de ce tronc commun-là. Et c'est une des grandes forces de la science politique, encore une fois, de vous permettre de développer votre bac à votre image en mettant l'accent sur vos propres intérêts, tout en ayant un bagage commun pour dialoguer avec les autres politologues. Mais aussi, je pourrais y revenir, une force de la science politique, c'est que ça fait qu'on peut dialoguer avec toutes les sciences sociales très facilement. Moi, je suis intervenu dans des colloques de sociologie, de philosophie, de droit, etc. Donc, ça nous permet véritablement d'entrer en dialogue avec nos collègues des différentes disciplines aussi. Tu as bien présenté, Félix, le parcours en matière de contenu, la diversité de l'offre de cours qu'on a ici au département de sciences politiques de l'UQAM. Mais en matière de formation, qu'est-ce qu'on peut acquérir comme compétences tout au long du parcours? J'ai envie de te poser la question, Bruno, parce que tu travailles sur les questions économiques aussi. Il y a beaucoup d'outils d'analyse qui viennent à être présentés aux étudiants et avec lesquels on doit se familiariser. Oui, absolument. Puis pour rebondir un peu sur ce que Félix vient de dire, en fait, c'est aussi une des forces, le fait que c'est multidisciplinaire puis que c'est très large. Puis c'est aussi parfois une des faiblesses au début, la première année, c'est qu'il y a tellement de sujets puis d'enjeux qu'on a le goût d'aborder que parfois ça devient un petit peu difficile à choisir. Puis là, on a l'impression qu'on est confronté à un choix difficile, un choix de vie, en fait. Là. Donc, puis lorsqu'on approfondit le baccalauréat en sciences politiques, ce qu'on découvre aussi, c'est justement des outils d'analyse, donc différentes façons d'aborder des enjeux, donc que ce soit la culture, la politique étrangère, l'immigration, les changements climatiques. Il y a différentes façons d'analyser. Par exemple, moi, c'est l'économie politique, donc ça va être beaucoup axé sur le processus d'élaboration des politiques publiques, donc de voir c'est qui les acteurs qui développent ces politiques-là, comment qu'on évalue ces politiques publiques-là. Donc, c'est vraiment une approche qui peut à la fois être combinée sur les politiques nationales, les politiques municipales ou encore dans les relations internationales, mais c'est vraiment des coffres à outils. Puis il y a un cours que j'apprécie particulièrement en sciences politiques à l'UQAM qui est politique et économie. Et c'est un cours que les étudiants généralement détestent parce qu'ils ont très peur du mot économie. Donc généralement, lorsqu'on choisit sciences politiques, c'est qu'on n'a pas aimé les mathématiques au cégep. Donc on a un peu la phobie de ça. Donc le premier cours, c'est toujours de convaincre les étudiants qu'on va faire de la science politique, mais qu'on va parler d'économie à travers les lunettes des sciences politiques. Donc, d'aller au-delà des calculs mathématiques et des modèles économiques et de vraiment se poser la question, mais pourquoi qu'on utilise tel concept? Comment, justement, interpréter de différentes façons les indicateurs économiques et aussi de réfléchir à comment les idées en économie se développent à travers l'histoire. Donc, on voit un ensemble de penseurs. Donc, tous ces éléments-là, que là, je viens de parler, dans le fond, d'histoire, de sociologie, d'économie, de philosophie également, s'inscrivent dans une approche des sciences politiques. Donc, c'est vraiment, je pense, une des forces de l'analyse des sciences politiques, c'est d'être capable de combiner ces approches-là. Puis, c'est pas facile. Puis, le but, je pense, du bac en sciences politiques, puis à l'UQAM, je pense que l'enseignement le fait très bien, c'est de donner
des méthodes aux étudiants pour s'approprier ces outils-là et de pouvoir les utiliser pour qu'ils puissent approfondir des sujets qui leur tiennent à cœur. Donc, en sciences politiques, justement, le bac, un des éléments que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que c'est très flexible dans les cours. Donc, on peut choisir les cours sur, par exemple, le Japon, la Russie, les mouvements sociaux, la politique américaine. Mais généralement, c'est surtout dans les années, donc deuxième et troisième année, que là, on demande aux étudiants de faire un travail pratique. Et là, dans le travail pratique, bien, on choisit la question de recherche, on choisit le sujet. Donc, c'est possible, dans différents cours, de toujours reprendre un peu le même élément. Moi, c'était économie et politique, donc j'ai fait tous les cours et tous mes travaux sur l'économie politique. Mais évidemment, on n'est pas obligé, mais ça donne une flexibilité qui permet justement d'approfondir les sujets qui nous tiennent à cœur, mais tout en ayant des outils communs de la science politique. Tu me corrigeras si je me trompe, mais la peur dont tu parlais au sujet du cours économie politique, c'est aussi dû à la taille du recueil de textes. Assez volumineux. Vous n'avez pas besoin d'aller à la salle de sport quand vous suivez ce cours. On juste lever le recueil. On l'a changé, on est rendu avec un manuel d'économie politique prochainement, donc, mais oui, c'est... C'est une bonne nouvelle pour les gens qui font l'économie et politique. Mathilde, au niveau de la formation, qu'est-ce que tu rajouterais? C'est sûr, moi j'ai fait un bac un peu différent, j'étais en bidisciplinaire entre relations internationales et droit international. Et donc il s'appelle le BRIDI. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont appliqué pour ce baccalauréat à l'UQAM, mais le gros avantage c'est qu'on vient toujours ramener la science politique, donc particulièrement les relations internationales, avec le droit international, et on vient faire communiquer sciences politiques, sciences juridiques, tout le temps dans nos travaux. Et l'approche en sciences juridiques, je la trouvais très intéressante parce que c'est pour étudier le système international, comprendre comment le droit international est fait, comment il fonctionne ou ne fonctionne pas, c'était vraiment essentiel pour venir raffiner justement l'analyse politique des relations internationales, de la politique étrangère, etc. Vous avez bien mentionné la diversité de l'offre de cours. Il y a 3 concentrations principales: analyse politique, administration publique et politique publique et relations internationales. Pour ma part, j'avais fait le parcours en relations internationales au bac en sciences politiques. Et un peu comme ce que Félix et Bruno ont dit, au début, dans la première année, on touche à tout. On essaye de voir ce qui nous plaît, puis ça avec quoi on est plus à l'aise. À ce moment-là, moi, c'était vraiment la philosophie politique. La deuxième année, après ça, c'était plus la politique en Europe de l'Est, les anciens pays satellites de l'Union soviétique, etc. La troisième année, je me suis tourné vers la politique américaine. Donc, il y a moyen d'essayer énormément de choses au cours du parcours pour pouvoir justement trouver sa voie, trouver ce qui nous intéresse vraiment. Puis des fois, ça arrive. Des fois, on rentre et on sait ce qu'on veut faire en partant. Mais c'est pas le cas pour la plupart des gens. Donc, si vous êtes intéressé justement par un éventail assez large d'enjeux, il ne faut pas que ce soit une peur que vous ayez en entrant, puis vous vous dites, il faut absolument qu'au début, je sois certain ou certaine de ce que je veux faire, quel sujet de la science politique m'intéresse. Vous avez le temps de vous familiariser avec énormément de sujets, de concepts, d'enjeux pour vous faire une tête et faire le bon choix pour vous par la suite. Je pense que c'est quand même important de le dire. Pour ma part, c'est une des choses que j'ai préférées dans mon parcours en sciences politiques au baccalauréat, c'est justement cette possibilité de faire énormément de choses, de faire s'entrechoquer les idées, de se poser des questions sur plein de sujets. Pour vous, qu'est-ce que vous avez le plus aimé du parcours au baccalauréat en sciences politiques? L'offre de cours, c'était vraiment assez intéressant. C'est sûr qu'au BRIDI, c'est 2 ans de cours obligatoires de tronc commun, donc on a moins de liberté en 3e année. Mais c'est aussi la possibilité de faire autre chose que des cours. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais vous pouvez faire des stages, vous pouvez partir faire un échange. Il y a aussi ce qui s'appelle les écoles d'été, où c'est une semaine de cours intensifs dans une autre université, parfois même à l'étranger. Il y a les simulations, donc ONU, OTAN, OCI, Parlement européen, Canada, Québec. Donc c'est tout ce que l'UQAM, toutes les petites choses que l'UQAM vient apporter à son bac pour justement améliorer le parcours, faire quelque chose de différent, que vous n'avez pas juste fait 3 ans de cours, vous avez fait autre chose, vous avez fait du pratique, vous avez fait du concret, puis surtout vous échangez avec d'autres universités, ce que je trouvais quand même, j'ai trouvé ça très enrichissant, personnellement pour mon parcours. Moi, je dois dire que ce que j'ai particulièrement apprécié de la formation en sciences politiques à l'UQAM, c'est le fait qu'on voit un grand éventail d'approches théoriques qui
débats qui sont très critiques, donc post-colonial, féministe, post-structuraliste. Donc, c'est des approches justement très critiques qui débordent souvent des programmes réguliers dans d'autres universités au Québec. Puis, moi, à la base, ça m'avait plus ou moins interpellé, donc j'étais un peu perplexe. Puis en même temps, je m'avais dit, mais justement, de vraiment se poser la question, mais pourquoi j'ai choisi telle approche théorique-là plutôt qu'une autre? Donc, de vraiment un peu faire la comparaison des approches théoriques, puis de se poser justement les questions. Donc, souvent, lorsqu'on a des choix plus restreints, bien, c'est un petit peu plus, disons, pas facile, mais le choix est moins, disons, difficile parce qu'on se pose moins de questions, alors que quand on a un large éventail, puis on cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qu'elles amènent, ces approches théoriques-là, puis ces différentes approches. Et moi, j'ai vraiment découvert que c'était un plus, que même si on ne peut pas tous les étudier, qu'au final, on doit choisir une ou deux approches théoriques, le fait de les apprendre dans le parcours académique bien, nous amène à mieux comprendre la raison pour laquelle on choisit une approche ou une posture théorique. Donc ça a vraiment été un des éléments qui, sur le coup, peut-être je m'en rendais plus ou moins compte, mais avec du recul, je pense que c'est vraiment une des forces de l'UQAM, c'est son approche critique. Puis par critique, c'est pas simplement de dénoncer, mais c'est de vraiment se poser les questions, puis d'évaluer les forces et les faiblesses des différents courants de pensée en sciences politiques. Donc ça, c'est vraiment un des éléments que j'ai beaucoup apprécié. Puis le second, en fait, bien, c'est, comme j'ai dit un peu tantôt, c'est le fait qu'on est très libre lorsqu'on choisit un cours, lorsqu'on fait les travaux pratiques. Donc, on est très libre, on a la possibilité aussi de prendre des cours qui sont hors programme, donc d'aller dans d'autres départements, sociologie, histoire. Moi, j'avais suivi un cours sur la sociologie économique avec Éric Pinault, que j'avais adoré, en fait. Donc, ça aussi, je pense que la flexibilité du programme, moi, j'ai particulièrement apprécié, puis j'ai trouvé ça très stimulant au niveau académique. Si vous êtes ici, je présume que vous vous intéressez minimalement à l'actualité politique. Ça vous arrive encore aujourd'hui, peut-être pas d'ouvrir physiquement un journal, il y en a de moins en moins, mais sur la tablette, sur Facebook, on voit d'autres trucs, on lit des articles. Vous avez sans doute déjà vu des analyses, soit par entrevue, soit parce qu'ils signaient un texte entier, écrit par des professeurs, des chargés de cours, des étudiants de l'UQAM. L'UQAM a des spécialistes dans à peu près tous les sous-champs de la science politique et est appelé à intervenir dans les médias comme à peu près aucune autre université au Québec. C'est assez impressionnant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en venant à l'UQAM, vous avez véritablement la chance, l'occasion de venir vous faire enseigner, de rencontrer, de discuter avec certains de nos grands spécialistes de la science politique aujourd'hui au Québec, d'apprendre de eux. La science politique à l'UQAM, c'est quelque chose, oui, il y a une approche critique et qui est quelque chose qui est valorisé. C'est pas simplement de dénoncer, comme tu dis, mais c'est de ne pas simplement accepter ce qui est présenté, d'avoir un point de vue critique, autrement dit. Et c'est une des grandes forces de l'UQAM d'être si diversifié dans son corps professoral. Donc, pour l'ensemble des enjeux, que ce soit dans les mouvements sociaux, en politique québécoise-canadienne, le dernier professeur qu'on vient d'embaucher, Paul May, en philosophie politique en Québec-Canada, il enseignait à Harvard jusqu'à l'été dernier. On a été vraiment allé chercher des professeurs de grande qualité qui permettent d'avoir une formation diversifiée, qui nous permet vraiment, finalement, de comprendre le monde dans lequel on est. Concrètement, Félix, toi, tu viens de l'Université Laval. Qu'est-ce qui t'a fait choisir l'UQAM, au-delà de ça, dans ton cas spécifique? Lorsqu'on choisit une université pour le doctorat, ce n'est pas nécessairement le même choix que pour choisir une université pour le baccalauréat. En fait, moi, au bac, je voulais aller en sciences politiques et je suis allé à l'Université Laval par facilité. D'abord et avant tout, j'habitais Québec. Ça se faisait bien en skateboard. Oh, exactement. Ça se faisait très bien juste à côté. Puis, lorsque j'ai choisi l'UQAM pour venir ici, c'est pour venir travailler avec un professeur particulier, Alain G. Gagnon, qui est le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes et qui est un des principaux pôles de recherche dans le monde sur les études sur le fédéralisme, sur le nationalisme, sur le multi-interculturalisme, etc. Et donc, moi, c'est vraiment pour aller travailler avec ce grand expert qui est à la tête de différents réseaux, qui me permet également de m'insérer dans tout plein de réseaux.
En venant à l'UQAM, j'ai eu l'occasion de participer à des conférences sur à peu près tous les continents, que ce soit d'être dans certaines de nos plus grandes institutions universitaires à travers le monde. L'UQAM est un véritable tremplin aussi pour dialoguer avec les collègues d'un peu partout. On pense à Charles Durand aussi, bien entendu, qui est très fort. Les groupes de recherche en études féministes à l'UQAM, qui est sans doute les cercles les plus dynamiques qui existent au Québec, sont à l'UQAM en matière d'études féministes, en recherche sur les États-Unis. À Charles Durand, vous en avez tous déjà entendu parler. Il y a tout le temps des chercheurs en résidence qui sont dans nos médias, ils sont tout le temps là parce qu'ils ont quelque chose de brillant à dire. Donc moi, je suis venu à l'UQAM pour les instituts de recherche, les centres de recherche dont l'UQAM dispose et qui fait vraiment l'UQAM une institution d'avant-plan pour mener des études supérieures, tout comme pour faire un baccalauréat. Je me reconnais beaucoup dans ce que vous avez dit sur le choix de l'UQAM. Au baccalauréat, la raison première pour laquelle j'ai choisi l'UQAM, c'est le volet critique, la diversité des points de vue, aussi la mission sociale de l'UQAM qui vise à démocratiser l'éducation universitaire. Mes parents ne sont pas allés à l'université, donc c'était ça la mission un peu de l'UQAM à l'origine, c'était de créer des étudiants de première génération, de leur donner la chance d'étudier à l'université. Et comme Félix, c'est la même chose pour le 2e et 3e cycle. J'ai décidé de rester à l'UQAM parce qu'il y a des centres de recherche, il y a des professeurs qui sont spécialisés sur des enjeux spécifiques et qui sont reconnus mondialement. Et il y a vraiment des structures pour des gens à la maîtrise ou au doctorat pour s'épanouir là-dedans. Il y a des professeurs hyper inspirants. J'ai eu la chance pour mon mémoire de maîtrise de travailler avec Frédéric Gagnon, spécialiste du système politique des États-Unis. Je fais ma thèse de doctorat avec Charles-Philippe David, spécialiste de la politique étrangère américaine. Ce sont les gens qui m'ont vraiment inspiré. Il y a une trentaine de profs au département de sciences politiques. Il y en a d'autres durant mon parcours aussi qui m'ont inspiré. Mais pour vous, Félix a mentionné Alain G. Gagnon. Pour toi, Mathilde, pour toi, Bruno, qui sont les gens qui vous ont inspiré, qui continuent de vous inspirer dans vos études ici à l'UQAM? Comme toi, j'ai fait mon mémoire de maîtrise avec Frédéric Gagnon et je fais ma thèse avec Charles-Philippe David. C'est un peu classique de la Chine en études américaines, c'est ça, c'est eux, mais s'il y a une prof en fait, qui m'a beaucoup inspirée, et que tu connais, c'est Elisabeth Ballet, qui est chargée de cours en sciences politiques et prof associée au département de géographie. Et c'est elle qui enseigne le cours de géopolitique contemporaine, et ce cours changé toute ma vie parce qu'à partir de là j'ai décidé que tu ne serais pas ici cette je ne serais pas ici sans ce cours. J'ai décidé de faire de la recherche, j'ai décidé de travailler sur l'immigration comme je fais encore aujourd'hui. Puis elle a cru en moi très rapidement et c'est grâce à elle aussi que j'ai intégré la chaire Montdurand et que je suis au doctorat aujourd'hui. Moi, c'est le cours politique et économie, donc avec Christian Lebloc et Michel Rioux. Donc, c'est vraiment un cours qui m'a vraiment passionné, en fait. C'est vraiment à partir de ce cours-là que j'ai décidé de vouloir me concentrer sur l'économie politique. Donc, à la maîtrise, j'ai intégré le centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Puis, j'ai corrigé aussi le cours politique et économie, que je suis encore auxiliaire d'enseignement d'ailleurs. Puis j'ai eu la chance aussi de travailler sur la rédaction du manuel d'économie politique qui va paraître un peu pour remplacer le recueil de textes. Donc ça a vraiment été une super de belle collaboration. J'ai beaucoup appris en travaillant avec ces professeurs-là. Puis c'est vraiment en faisant ma réflexion sur comment je voulais étudier l'économie politique avec l'actualité. Donc je lis également les journaux et l'actualité, et avec justement les enjeux sur les changements climatiques et la transition énergétique, j'ai décidé à partir d'une perspective d'économie politique de m'intéresser à ces enjeux-là, et ce qui m'a poussé en fait à découvrir ma directrice de recherche actuelle, donc Maya Yegen, pour travailler sur la transition énergétique au Canada, particulièrement en Ontario. Donc ça a vraiment été un parcours un peu, je pensais être sûr de pouvoir faire mon mémoire sur la politique industrielle classique, puis finalement avec les enjeux sur l'actualité, puis en regardant justement la littérature actuelle, puis les événements structurants de l'actualité, bien là c'est vraiment, j'ai été surpris, mais bon, ça m'a guidé vers la politique industrielle verte et la transition énergétique, mais à la base c'est vraiment les politiques et l'économie, le cours qui m'a passionné.
Mathilde a mentionné la possibilité de faire des stages, de faire des échanges à l'international aussi. Ça, c'est encore une fois l'une des grandes forces de l'UQAM. Pendant mon parcours au bac, j'ai eu la chance de faire un échange à l'Institut d'études politiques à Lyon, en France. Ça a vraiment ouvert énormément les idées que j'avais, les idées préconçues sur l'Union européenne. J'ai suivi des cours hyper intéressants dans ce cadre-là, dont un sur les États-Unis en France, qui a contribué à ma passion pour la politique américaine. Mais il y a énormément de stages aussi qu'on peut faire. Toi, tu as fait un stage aux États-Unis, c'était à Washington? J'ai fait une simulation à Washington, okay. La simulation de l'OTAN. En fait, moi, j'ai exploité l'UQAM jusqu'au bout en matière de relations internationales. Vraiment, j'ai fait l'échange donc, dans le Massachusetts, à l'université du Massachusetts à Dartmouth. J'ai fait 2 fois la simulation de l'OTAN à Washington, ce qui est vraiment une expérience assez extraordinaire parce que c'est pas que des universités québécoises et américaines, il y a des universités de tout le Canada, il y a des universités européennes qui viennent, donc c'est rencontrer beaucoup de monde et échanger avec eux, ce qui est vraiment intéressant. Et j'ai fait mon stage à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire à Paris aussi, donc j'ai vraiment exploité toutes les possibilités qu'il y avait. Et maintenant, tu bénéficies des réseaux de l'UQAM pour participer dans des conférences à l'international aussi. Tu as fait un terrain de recherche dans le sud-ouest des États-Unis pour ton mémoire de maîtrise. Donc, les gens qui ont la piqûre du voyage, je pense que le parcours en sciences politiques, ça aide énormément justement à alimenter notre passion du voyage. Bruno, toi, est-ce que tu as eu la chance d'avoir des expériences comme ça? En fait, sur le bac, j'étais un petit peu plus rat de bibliothèque, donc j'ai moins poursuivi ce type d'activité-là. C'est surtout à la maîtrise que là, j'ai vraiment découvert le réseau de l'UQAM. Donc, en travaillant justement avec ma directrice, d'aller faire des conférences à Ottawa pour rencontrer justement un ensemble de chercheurs qui travaillent sur des enjeux connexes. Donc ça a été une expérience super enrichissante. J'ai aussi bénéficié du réseau de l'UQAM. Donc, même à l'intérieur de l'UQAM, à travers les départements, les professeurs se parlent et travaillent ensemble sur des enjeux connexes. Donc, j'ai été justement participer à des conférences, puis ça a justement débouché sur la collaboration sur un livre. Donc, j'ai été chanceux de justement, à force d'être actif dans le milieu de la recherche, puis de parler de ses travaux, puis de rencontrer des chercheurs. Parce que, veut pas, la recherche académique, c'est un petit monde au Québec. Donc, les gens, puis l'UQAM est très bien connecté dans le réseau universitaire québécois. Donc, avec des professeurs qualifiés, on est capable d'avoir accès à des ressources pour aller faire des conférences à l'étranger et de pouvoir bénéficier aussi de collaboration avec d'autres chercheurs. Donc ça, c'est vraiment important. Puis faites pas comme moi au bac, il faut vraiment être plus actif. Donc ça, c'est une des choses que j'ai beaucoup appris à la maîtrise, c'est d'être actif, oui, aller au cours, mais aller aussi dans les événements, puis d'aller voir les professeurs, de parler de nos intérêts et de ce qui nous passionne. Puis ça donne des belles opportunités puis des belles collaborations. Donc ça a vraiment été une belle expérience avec l'UQAM. Je rebondirai là-dessus rapidement pour dire que j'ai eu le même feeling que toi à la maîtrise. Je me suis dit, j'aurais dû davantage profiter des opportunités qu'on a au baccalauréat à bien des égards. Et tu as mentionné quelque chose, l'accès qu'on peut avoir aux professeurs ici à l'UQAM, les portes de leur bureau sont constamment ouvertes. On peut aller discuter avec eux, on peut prendre des rendez-vous, bien sûr, s'ils ne sont pas là à l'avance, mais il y a vraiment une ouverture très, très grande qui caractérise la culture du département en sciences politiques. Les professeurs sont là pour les étudiants et les étudiantes pour répondre à vos questions, pour vous aider à stimuler votre réflexion sur des sujets qui vous passionnent. Pour toi, Félix, les expériences à l'international, j'ai cru voir que tu es allé en Australie dans le cadre de tes recherches. Oui, bien, c'est un avantage de faire de la politique comparée et de s'intéresser à des systèmes fédéraux, par exemple. On est appelé à voyager dans les différents États fédéraux. Par exemple, je suis allé en Inde, en Australie, pour souvent partager une perspective du Canada et de la mettre en lien avec ce qui se passe, des enjeux, des problématiques plus locales et régionales des endroits. Mais ça m'emmène également à travailler sur l'Espagne, par exemple, qui n'est pas une fédération, mais il y a un système quasi-fédéral. Donc finalement, moi, je n'ai pas fait de stage non plus pendant le baccalauréat. Ça a vraiment été à partir de la maîtrise où, depuis, je n'ai jamais arrêté de vouloir toujours présenter mes résultats de recherche en cours ou terminés dans différents forums. Et c'est vraiment des expériences
extraordinaire d'aller souvent, comme n'importe où, on va lire un livre, un article scientifique, il y a un nom, et quelqu'un va dire « Oh, c'est incroyable cette personne-là », et tu arrives à une conférence, et il est là devant toi, puis il est bien ordinaire, puis tu vas prendre une bière avec lui le soir, puis tu discutes de tout et n'importe quoi, et c'est un peu une des forces des programmes comme ça, surtout quand on poursuit au cycle supérieur, de pouvoir voyager pour partager nos réflexions avec des collègues qui viennent d'autres horizons, finalement. On a tous les quatre des parcours qui, jusqu'à présent, sont assez académiques avec la science politique. On a choisi de poursuivre des études de 2e et 3e cycle. Mais le bac en sciences politiques forme très bien aussi pour accéder au marché du travail après un baccalauréat. Et je vais vous poser une question de petite mise en situation. Là. Vous, du jour au lendemain, là, vous devez faire le saut sur le marché du travail. Là. On arrête de travailler dans le monde académique. Là. Quels sont les dans le vrai monde, là. Dans le vrai monde. On sort de la tour d'ivoire universitaire là, et là, on se mouille finalement. Quelles sont les compétences que vous avez acquis qui font de vous d'excellents candidates pour le marché du travail dans une variété d'emplois potentiels? Quels sont les éléments sur lesquels vous miseriez dans le cadre d'une entrevue, par exemple, qui sont spécifiquement des choses que vous avez acquises dans le cadre de votre parcours en sciences politiques? Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'esprit de synthèse et l'esprit critique. Je pense qu'on est capable, après avoir fait un bac en sciences politiques, c'est d'analyser un enjeu sous différents aspects, de voir toute la complexité derrière un enjeu. Puis ça, c'est quelque chose qui sert, par exemple, si vous allez travailler dans les ONG ou même dans les ministères. On vous demande souvent, si vous travaillez dans un ministère, les notes de synthèse, c'est une page, pas plus, puis ça doit être clair, net et précis. Donc ça, c'est quand même un gros avantage qu'on développe en sciences politiques. Puis même si vous allez dans le monde des entreprises privées, le fait d'être capable de voir un enjeu sous plusieurs angles, c'est vraiment une valeur ajoutée à votre cursus. Oui, j'ajouterais aussi, donc, il y a beaucoup la méthode, en fait, donc la méthode de sciences politiques qui est beaucoup axée sur la rigueur, lire un texte puis d'être capable de rapidement identifier la thèse, les arguments, puis justement les forces et faiblesses de ce texte-là, donc d'avoir une perspective qui est critique. Il y a également le fait que dans le cadre de la recherche académique, on va demander aussi de se spécialiser. Donc moi, c'est beaucoup la transition énergétique ainsi que l'économie politique, donc l'économie verte. Donc je miserais également sur les compétences acquises dans le cadre d'enjeux spécifiques. Donc, par exemple, que ce soit pour le ministère de l'Environnement, de l'Économie ou de l'Énergie. Donc, d'identifier, à force de faire aussi de la recherche, de lire les documents gouvernementaux, mais on devient en quelque sorte un spécialiste d'un sujet particulier. Donc, ça aussi, sur le marché du travail, on peut mettre de l'avant ces enjeux-là, de valoriser notre diplôme et de justement être en quelque sorte perçus comme des spécialistes de ces enjeux-là, puis d'amener une approche pour bien comprendre les enjeux, mais aussi arriver avec des recommandations puis des pistes de solutions. Donc, ça serait cette combinaison d'approche critique et de rigueur intellectuelle, et en même temps des compétences dans divers enjeux, donc la politique américaine ou l'immigration, ou encore le fédéralisme, qui nous amène un peu à cibler des emplois stratégiques où on pense qu'on peut amener une plus-value avec justement la recherche académique. Je ne répéterai pas ce que vous venez de dire, c'est tout à fait clair et pertinent. Il n'y a pas d'ordre professionnel de politologue. Vous pouvez être membre de la Société québécoise de sciences politiques ou de l'Association canadienne de sciences politiques, mais ce n'est pas un ordre qui vous emmène vers un métier particulier. La science politique, ça mène à tout et ça mène à rien. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. Surtout à tout. Surtout à tout. Non, dans le sens, l'expression tout et rien, les champs des possibles sont vraiment là. Dans le sens où, évidemment, la fonction publique, c'est un employeur énorme, à la fois provincial et fédéral. Dans tous les ministères, on a besoin d'une tonne d'analystes politiques. C'est le terme un peu fourre-tout. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être là pour faire une fiche synthèse sur un enjeu? Tel acteur politique, que ce soit un ministre ou encore un acteur dans un secrétariat qui doit intervenir en commission parlementaire, a besoin d'avoir 19 000 fiches précises en une page, parce que s'il se fait poser une question, il doit rebondir là-dessus. J'ai
plusieurs collègues avec qui j'ai fait le baccalauréat ou la maîtrise, qui aujourd'hui sont dans les différents ministères, à Ottawa, à Québec, ici, d'autres qui sont à Montréal. Donc, la porte d'entrée des différents ministères est vraiment là. Mais après ça, du côté davantage des entreprises privées, j'ai plusieurs amis qui se sont retrouvés, par exemple, chez Desjardins, des analystes politiques, des analystes de risque politique, comprendre la géopolitique. Toutes les institutions financières doivent placer de l'argent et doivent être conscients également des risques et des tensions politiques qui émergent, où ils investissent, etc. Peut-être que ça vous demanderait d'aller faire une maîtrise ou une maîtrise qualifiée, un diplôme d'études supérieures spécialisées, d'aller ajouter un truc de plus que la science politique, mais vraiment, ça va vous emmener là où vous voulez aller. J'en ai énormément également d'amis qui fonctionnent dans les formations politiques, qui travaillent par exemple en recherche à l'Assemblée nationale, qui sont attachés politiques de différents députés. C'est des emplois qui sont hyper stimulants, souvent qui vont rechercher des personnes plus jeunes parce que c'est extrêmement exigeant en termes de temps et d'investissement, mais ça t'amène à connaître du monde de tous les horizons. Et règle générale, les politologues se placent dans la société, ont tout plein de fonctions, puisqu'ils sont versatiles, finalement, ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes de manière critique, un esprit de synthèse, un esprit de lecture, une capacité de lecture et d'écriture. Ça, c'est des qualités que les employeurs vont rechercher. D'ailleurs, il y a plusieurs stages qui sont possibles dans des organisations gouvernementales comme ça, de nombreux ministères, à la Chambre des communes à Ottawa, à l'Assemblée nationale à Québec. Vous avez l'information facilement disponible sur le site du département de sciences politiques de l'UQAM. Je vais répondre à ma propre question au niveau des compétences. Je pense qu'effectivement, l'esprit de synthèse, c'est quelque chose qu'on néglige souvent dans notre parcours, mais c'est essentiel. Dans la première année, si vous êtes en sciences politiques, vous allez faire énormément de fiches de lecture. Comme Bruno mentionnait, on apprend à identifier la thèse dans un texte et les arguments principaux. Et après, on se pose la question, pourquoi on fait ça? C'est-tu juste pour vraiment mémoriser ce qu'il y a dans le texte? Non, c'est pour développer un outil qui est essentiel, c'est-à-dire être capable de résumer rapidement, de manière efficace, des idées, puis ensuite de les vulgariser, de les rendre, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, disponibles pour d'autres personnes. Puis concrètement, dans un travail de personnes qui assistent les ministres, par exemple, comme tu mentionnais, Félix, c'est essentiel d'être capable de vulgariser. Ces gens-là n'ont pas de temps pour lire en profondeur. Généralement, on va préparer une page sur un enjeu pour ces gens-là. Imaginez le travail qu'il y a derrière cette page, seulement tous les éléments cruciaux y soient. L'autre élément qui peut paraître un peu anodin, puis que je pense qu'il est vraiment important qu'on apprend en sciences politiques, c'est la capacité à poser les bonnes questions pour analyser un problème. Je vous donne un exemple. Moi, j'étudie la formulation de la politique étrangère américaine. Donc, admettons, dans une situation de crise comme celle qui est survenue aux États-Unis après le 11 septembre 2001, il y a rapidement quelques questions qu'il faut qu'on se pose pour réussir à mettre en place une réponse à cette crise qui est efficace, notamment la gestion de l'espace aérien américain, etc. Il y a plein d'éléments auxquels il faut penser, puis il faut avoir des connaissances spécifiques sur les enjeux, mais il faut être capable aussi d'avoir une vision globale qui permet de poser ces bonnes questions. Là, ça, je pense que c'est quelque chose que, peu importe votre spécialisation en sciences politiques, en matière de pays ou bien d'enjeux, ou bien si vous vous intéressez plus aux mouvements sociaux ou aux études féministes, vous allez apprendre à poser les bonnes questions, et ça, c'est vraiment capital. Parlant d'apprendre à poser les bonnes questions, est-ce qu'on y va en pratique? Tu me permets de terminer là-dessus. Je voulais juste, avant d'ouvrir la séance de questions plus formelle, je vous pose la question, il y a des gens qu'on a sans doute convaincus dans la salle de faire le saut, de s'inscrire en sciences politiques, mais il y en a sûrement encore qui hésitent un peu. Qu'est-ce que vous leur diriez comme dernier mot pour vraiment les convaincre à faire le saut en sciences politiques? En quelques mots. Mathilde? Ce qu'on disait tantôt, un bac en Sciences Po, ça vous ferme pas de porte. Vous pouvez partir sur d'autres études derrière. Si vous faites comme moi le baccalauréat en relations et droit international, c'est un an de droit, de baccalauréat en droit qui est validé à la fin et vous avez plus que 2 ans pour faire votre bac en droit et passer le barreau si vous voulez après. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont partis en maîtrise en communication, qui sont partis en sociologie, qui sont partis en gestion au HEC, à l'ESG, etc. Donc c'est vraiment, ça vous ferme pas de porte, vous allez découvrir un univers qui est vraiment multidisciplinaire. Ça veut même dire ça ouvre. Ça ouvre en fait, ça va ouvrir plein de portes. Et c'est une expérience exceptionnelle. Je dirais c'est
la dimension multidisciplinaire de la science politique qui est très recherchée en raison du fait que les enjeux structurants de l'actualité sont devenus, en cause, sont partie de la mondialisation, tellement complexes et multidisciplinaires que n'importe quel sujet, que ce soit les changements climatiques, les guerres commerciales actuelles, que ce soit le fédéralisme ou encore l'économie numérique ou l'intelligence artificielle, tous ces enjeux-là, c'est impossible de pouvoir juste les aborder à partir d'une seule discipline. C'est important d'avoir une connaissance dans plusieurs disciplines. Puis je pense que c'est la force de la science politique, c'est d'être en mesure de développer plusieurs outils pour maîtriser différentes disciplines et de les combiner pour offrir une perspective qui est originale et qui est intéressante. Donc, je pense que c'est la formation, science politique amène une valeur ajoutée à ces enjeux-là. Bien, le bureau du recrutement veut sans doute qu'on vous convainque absolument de venir ici. Moi, je vois un peu mon travail, mon job aujourd'hui, c'est un peu différemment. Je souhaite vous persuader que la science politique, c'est hyper intéressant, stimulant, vous allez pouvoir vous émanciper là-dedans. J'essaie de vous persuader que l'UQAM est un bon choix là-dedans, mais c'est pas la fin du monde si vous venez pas en sciences politiques. Et si vous venez en sciences politiques, vous avez le droit de changer d'idée aussi, de bifurquer. Si vous allez dans un autre programme, vous avez le droit finalement de faire « Ouais, c'était la Sciences Po qui me tentait finalement ». Vous avez le droit de vous remettre en question. Je pense que ça fait partie de la vie. C'est une phase, on passe tous par là. On finit le cégep, on veut trouver notre voie. On la trouve pas toujours du premier coup, puis c'est pas grave, c'est normal, ça fait partie de la vie. Puis je vous souhaite d'être le plus serein finalement dans votre processus de réflexion, de choisir un programme qui soit à votre image. Puis si jamais c'est pas le bon programme pour vous, bien, ayez le courage de changer, d'aller vers là où vous voulez aller. Et je crois que la science politique est un excellent programme pour plusieurs raisons qu'on a évoquées ici. Mais je souhaite vraiment que vous fassiez le choix qui vous colle le plus à ce qui vous inspire.